Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les images de leur silhouette ont fait le tour du monde. 2 astronautes non professionnels à 700 km d'altitude dans le vide spatial pendant une dizaine de minutes chacun. Un pas de géant selon Bill Nelson, le patron de la NASA, qui n'est pour rien dans cet exploit. La mission Polaris Dawn est en effet entièrement privée. Le milliardaire américain Jared Isaacman l'a organisée et financée et a fait appel à SpaceX, la société d'Elon Musk, pour réaliser son rêve. Même si Jared Isaacman, qui était de la partie avec l'ingénieur Sarah Gillis, n'a rien fait d'exceptionnel au plan technique, cette mission Polaris Dawn marque en effet une nouvelle étape. Un premier pas vers l'exploration spatiale privée qui échapperait au gouvernement, au service des rêves les plus fous de personnalités comme Elon Musk, dont le rêve est de coloniser Mars. Pour en parler, j'ai invité Lucie Aubourg, qui suit l'actualité de l'espace depuis le bureau de l'AFP à Washington, et Pierre Lyonnais, économiste et directeur de recherche à Eurospace, l'association des industriels du spatial européen. Sur le fil. C'était le 12 septembre, à 700 km au-dessus de nos têtes. Jared Isaacman réalise son rêve. Vêtu de sa combinaison blanche, il effectue en direct la première sortie spatiale privée de l'histoire. L'homme d'affaires de 41 ans, qui a fait fortune dans le système de traitement de paiement Shift4, a largement participé au financement de cette mission. Il a aussi invité Sarah Gillis et Anna Menon, ingénieurs de SpaceX, et l'ancien pilote de l'armée de l'air américaine, Scott Pottit. Sarah Gillis a aussi testé le vide spatial pendant que les 2 autres occupants de la capsule Dragon l'observaient. Les 4 astronautes privés ont passé 5 jours en orbite et se sont aventurés à 1400 km d'altitude. Aucune astronaute femme n'était allée aussi loin de la Terre, selon ma collègue Lucie Aubourg. C'est la première fois que SpaceX envoyait des employés de l'entreprise dans l'espace. Et ces 2 femmes, elles sont devenues les 2 femmes à avoir voyagé le plus loin de la Terre. Jamais des femmes ne s'étaient rendues aussi loin dans l'espace, puisque le vaisseau est allé jusqu'à 1400 km d'altitude. Et c'est le plus loin dans l'espace pour un équipage depuis les missions Apollo. Pour comparaison, la Station spatiale internationale, elle est environ à 400 km d'altitude, en orbite à 400 km d'altitude autour de la Terre. Les 4 aventuriers avaient un programme chargé. Et parmi la quarantaine d'expériences auxquelles ils se sont livrés, Lucie en pointe 2. D'abord, la résistance du corps dans un environnement très haut en altitude. Le fait ne serait-ce que de se rendre à 1400 km d'altitude, en soi, c'était un test pour aller dans cet environnement difficile où il y a davantage de radiation, davantage de micrométéorites, aller naviguer dans cet environnement-là et voir l'impact à la fois sur le corps humain, et ils ont fait des expériences pour étudier l'impact sur le corps humain, mais aussi sur le vaisseau de SpaceX, la capsule Dragon dans laquelle ils étaient, analyser quel impact ça avait sur les systèmes technologiques utilisés. Et puis, et surtout, tester les combinaisons. Un deuxième objectif très important de cette mission, c'était de tester les premières combinaisons de SpaceX destinées au vide spatial. SpaceX avait déjà des combinaisons, mais utilisées à l'intérieur des vaisseaux. Là, les combinaisons ont été développées pour résister à des températures extrêmes, pour améliorer la mobilité une fois qu'elles étaient pressurisées. Donc, c'était la première fois que SpaceX testait ces combinaisons-là. Les 4 astronautes se sont entraînés pendant plus de 2 ans. Alors si vous pensiez que l'espace est à la portée de n'importe qui, détrompez-vous. Ils nous ont raconté qu'ils ont passé environ 2000 heures dans un simulateur, qu'ils ont fait des sessions en centrifugeuse, donc c'est-à-dire il y a un bras en rotation rapide qui imite la force qu'ils vont ressentir au moment du décollage ou du retour sur Terre. Ils ont fait de la plongée sous-marine, donc
pareil, un environnement hostile dans lequel les communications ne sont pas forcément faciles, communiquer par radio. Et ils ont fait du saut en parachute, ils ont fait un espèce de stage de survie en montant tout en haut d'un volcan en Équateur. Et ils ont fait des vols paraboliques pour expérimenter la gravité réduite. Il y a 2 des passagers, en l'occurrence les passagères, qui ont suivi une formation médicale. Donc voilà, il y a eu vraiment quand même un entraînement intensif. Le pilote de la mission, qui est un ancien de l'armée de l'air américaine, il a dit « Cet entraînement a été l'un des plus difficiles que j'ai jamais fait ». Comme vous l'avez vu sur les images retransmises en direct par les satellites de Starlink, le fournisseur d'Internet de SpaceX, la sortie des 2 astronautes amateurs n'était pas particulièrement impressionnante. Ils n'ont pas lâché le garde-corps à arrimer à la capsule. Rien à voir donc avec les sorties extravéhiculaires des astronautes professionnels qui flottent dans l'espace pendant des heures, reliés par un câble à l'ISS. They'll slowly open up to their full deployment here in just a few seconds. There you can see. Le retour sur Terre a parfaitement réussi. La capsule a améri au large de la Floride. Le patron de la NASA, Bill Nelson, a félicité SpaceX en soulignant que la sortie est un pas de géant pour l'industrie spatiale commerciale. Alors pourquoi l'agence gouvernementale américaine voit d'un si bon œil ce genre de mission entièrement financée par des fonds privés ? Pour Pierre Lyonnais, qui analyse le secteur spatial, la NASA y trouve son intérêt. Si on regarde l'histoire de la NASA, on constate que depuis la fin du programme Apollo, la NASA est en recherche d'une stratégie de prolongation du vol habité. Les communicants sont tout à fait au clair de la nécessité de soutenir cet objectif par tous les moyens. Donc je pense que tout ça participe à une narrative et une projection dynamique du vol habité que la NASA apprécie parce qu'elle contribue à renforcer l'intérêt politique et du public pour le vol habité en général. Donc je pense que c'est pour ça que la NASA est toujours emphatique sur ces vols. Et selon ma collègue Lucie Aubourg, cette répartition pourrait donc permettre à la NASA de se concentrer sur de la recherche dans l'espace profond. La stratégie de la NASA, c'est finalement de laisser aux entreprises la gestion de l'orbite basse de la Terre. Donc quand l'ISS prendra sa retraite dans les années 2030, l'idée c'est que des entreprises privées prennent le relais avec des stations spatiales américaines privées où la NASA pourra envoyer ses astronautes mais en tant que client. En faisant ça, elle peut se concentrer sur des missions plus lointaines, notamment pour aller répondre aux grandes questions qui sont y a-t-il de la vie ailleurs, aller étudier une lune de Jupiter, continuer l'exploration de Mars, envoyer des télescopes spatiaux ultra performants. Et pendant ce temps, en multipliant les vols habités, Elon Musk, le patron de SpaceX, poursuit son objectif, la colonisation de Mars à plus ou moins long terme. Le but affiché de SpaceX, c'est de se rendre sur Mars et de faire de l'humanité une espèce multiplanétaire, c'est-à-dire qui habite à la fois sur Terre et sur d'autres planètes, en l'occurrence, au moins pour commencer, Mars. L'idée, c'est vraiment, si un jour la Terre est menacée, il faut que l'espèce humaine puisse survivre et pour ça, il faut aller sur une autre planète. Chez Elon Musk, il y a un sentiment d'urgence à accomplir cette mission-là, à aller sur Mars le plus vite possible. En attendant, l'espace pourrait s'apparenter à un nouveau Far West si les vols privés s'y multiplient. Depuis la signature du traité de l'espace en 1967, l'espace est libre d'exploration et son usage doit être pacifique. Il appartient à tout le monde. Alors la question de la réglementation, de la pollution et de la sécurité des astronautes civils se pose désormais, selon Pierre Lyonnais. Il faut aujourd'hui réglementer pour s'assurer qu'ils puissent y aller avec les niveaux de sécurité qui vont bien et se poser la question de l'impact environnemental, de la pollution, etc. De la même façon qu'on encadre l'aéronautique, on encadre l'automobile, on encadre le voyage en train, mais il va falloir encadrer le voyage dans l'espace, ne serait-ce que parce que les touristes spatiaux méritent eux aussi des engagements de sécurité. Aujourd'hui, c'est fait avec une forme de liberté libertarienne qui dit finalement les agences de sécurité et de réglementation n'ont pas à jeter leur regard sur ces missions, elles n'ont pas à les limiter, elles n'ont pas à les réglementer parce que c'est encore une activité de frontière. Moi, je pense que là-dessus, il y a quand même quelque chose qui mériterait un peu plus de regard institutionnel. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous. Je suis Emmanuelle Bayon, à bientôt.